soir, après l'hécatombe, la justice, une enquête a été ouverte ce matin au Mans pour déterminer les responsabilités dans les accidents qui ont fait 9 morts le week-end dernier. Mais un coupable est d'ores et déjà identifié, c'est l'alcool. Didier Auriac. L'alcool et les motards. Au lendemain de l'accident qui a secoué les 24 heures du Mans, tous les commentaires mettent l'accent sur ce problème. Sur les 9 motards décédés, 4 en effet étaient en état d'ébriété. Alcool, vitesse, inconscience, le cocktail était donc explosif. Malgré la présence de 600 gendarmes et policiers, le drame n'a pu être évité. Un coup dur pour les amoureux de la moto qui refusent de porter seul le chapeau. Ce qu'il faut quand même savoir sur le Mans, c'est que le seul accueil qu'on a pour ces 80 000 jeunes, ce sont des bistrots. Et que les commerçants se régalent à vendre leurs canettes de bière en promotion et exploitent ce phénomène d'alcoolisme. Alors je veux dire, après on a bon dos de dire ils boivent, oui, mais si on n'exploitait pas le phénomène, déjà ils buvraient moins, enfin ils boiraient moins. Face à ce problème, du côté du ministère des Sports, on a décidé de réagir avec plusieurs mesures présentées aujourd'hui par Dominique Bredin, des mesures qui seront prochainement discutées en réunion interministérielle. D'une part, c'est l'interdiction totale et générale des ventes de boissons sur le circuit et aux abords du circuit. Deuxièmement, c'est une série d'animations et de prévention, de mesures de prévention et d'animation sur le circuit lui-même, de telle manière à canaliser les énergies et à proposer des manifestations au public dans le circuit même. Un effort d'information sera également fait pour éviter que se reproduisent de tels drames. Restera alors aux motards à retrouver une image de marque détruite ce week-end par une petite minorité d'inconscients. À l'étranger, une nouvelle Yougoslavie est née aujourd'hui, mais une Yougoslavie déchirée et tronquée. Le nouvel État yougoslave ne regroupe en effet que la Serbie et le Monténégro, alors que dans les autres républiques, les combats se poursuivent. Jean-François Gringoire. Très solennellement, Bogdana Levakov, qui dirige la Chambre fédérale du Parlement, proclame la République fédérale de Yougoslavie. Slobodan Milosevic en tête, le régime de Belgrade devient ainsi le seul héritier de l'ancienne fédération créée par Tito au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une Yougoslavie réduite à la Serbie et à son allié le Monténégro après le départ des autres républiques désireuses d'indépendance qui, depuis presque un an, ont rejeté tour à tour la vieille fédération. L'étoile rouge a même disparu du drapeau. Du communisme, la nouvelle Yougoslavie perd le symbole, pas les méthodes. Première conséquence de cette proclamation sur les événements actuels, l'armée yougoslave, présente dans une Bosnie-Herzégovine souveraine, devient de fait une force d'occupation. Ce n'est sûrement pas ce que pense Radovan Karadzic, leader des Serbes de Bosnie-Herzégovine, venu contrôler les positions de ses miliciens au-dessus de Sarajevo, sur un territoire que Karadzic revendique. C'est cette attitude très ferme que le leader serbe s'apprête à tenir à Lisbonne, où devrait reprendre de difficiles pourparlers de paix. Aujourd'hui encore, en Croatie comme en Bosnie-Herzégovine, l'armée fédérale a procédé à de nouveaux bombardements. Kaboul, entre guerre et paix, après 2 jours de combats meurtriers, la capitale afghane a retrouvé cet après-midi un calme précaire. Les différentes factions moudjahidines ont en effet signé un accord de cessez-le-feu. Morad Aïtabouche. En fin d'après-midi, dans les rues de Kaboul, le désespoir des civils qui quittent la ville avec femmes et enfants. Le calme semble pourtant revenu. Les rares tirs de Kalachnikov ne surprennent même plus les moudjahidines. Seuls des combats persistaient aux portes de la capitale. Affrontements, comme toujours, entre les 2 factions islamistes rivales. Ainsi, la citadelle de Balaïsar, tenue par les troupes du commandant Massoud, restait assiégée par les forces de Gulbuddin Hekmatyar, le chef des intégristes afghans. Autour de l'aéroport, très régulièrement aussi, des déflagrations sont entendues. Il est vrai que ce matin, avant la signature du cessez-le-feu, intervenu à midi, les hélicoptères et les MiG-21 de l'armée afghane, désormais aux mains de Massoud, ont attaqué les positions du Hezbi Islami de Gulbuddin Hekmatyar. Mais pour le moment, la trêve semble respectée dans la majeure partie du pays. Le président intérimaire, Modjadidi, a donc pu quitter ce matin Peshawar au Pakistan pour Kaboul. Il est attendu avec les membres du conseil intérimaire dans la soirée ou demain. Sa mission s'annonce d'ores et déjà plus que délicate. Gulbuddin Hekmatyar refusant toujours de reconnaître la légitimité du conseil intérimaire. On l'apprend à l'instant, la France va envoyer 1 millier de casques bleus supplémentaires au Cambodge et c'est Pierre Jox qui l'a annoncé. Hans-Dietrich Genscher quitte le gouvernement allemand. C'est le premier titre du journal du jour signé Jacques Garnier.
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher, le grand négociateur de la réunification allemande, a donné ce matin sa démission. Homme politique le plus populaire d'Allemagne fédérale, il s'était imposé au fil des années comme le véritable patron de la diplomatie de son pays. L'Allemagne connaît depuis ce matin sa plus importante grève dans le secteur public depuis 18 ans. Votée la semaine dernière par plus de 2 millions d'employés, elle touche à la fois les transports et les services postaux. Elle pourrait être le prélude à d'autres mouvements sociaux, notamment dans la métallurgie et le bâtiment. Le tabac est plus cher depuis ce matin. La hausse est de 10,25% en ce qui concerne les cigarettes et de 5% pour les cigares. Cette hausse représente la deuxième étape de l'augmentation décidée en mars 1990. Elle rapproche les tarifs pratiqués en France de ceux du reste de l'Europe. Martine Aubry, en visite dans la région de Sochaux, a répondu fermement au PDG du groupe Peugeot qui lui avait reproché d'être revenu sur un accord donné à propos d'un nouveau plan social. Mais selon elle, c'est Peugeot qui n'aurait pas respecté ses engagements. Après 5 jours de grève générale largement suivis, les dockers ont repris le chemin des quais ce matin. L'issue de ce conflit reste suspendue à 2 rencontres importantes entre les pouvoirs publics et les dirigeants syndicaux. Les activités portuaires reprendront leur cours normal demain matin. Dernière info de cette première partie, la météo avec vous Florence Klein, et la semaine commence mal. Oui Elise, hier il a fait jusqu'à 29 degrés, demain 15 degrés. Alors ça change, couvrez-vous et regardez le résultat dans notre ciel. Une perturbation arrive, il y aura beaucoup de vent. Nous allons souffrir demain après ce très beau week-end. Il y aura donc de la pluie du nord-est jusqu'aux Pyrénées avec des orages notamment sur le relief. Et puis à l'arrière, c'est ce que l'on appelle un temps de traîne avec un ciel très agité, de gros nuages menaçants et des averses avec du vent qui atteindra 80 km à l'heure sur les côtes et 70 km à l'heure dans l'intérieur. Sur le sud, il fera encore beau, mais le ciel se couvrira au fur et à mesure. Alors les températures, je vous le disais Elise, ça va baisser, ça baisse beaucoup, il va faire frais toute la semaine, 13 degrés dans le nord et jusqu'à 21 degrés près de la Méditerranée. Merci Florence, météo complète à 20h, fin du 19-20, première partie. Je vous retrouve à 19h30 pour vous développer tous ces titres après le journal de votre région. Bonsoir, les 24 heures du Mans sont terminées, les 50 000 motards qui assistaient à la compétition sont partis et après l'hécatombe de ce week-end, la parole est à la justice. La justice avec l'ouverture d'une enquête sur ces accidents qui ont provoqué la mort de 9 personnes en moins de 6 heures et toujours la même cause, l'alcool. Didier Auriac. L'alcool et les motards. Au lendemain de l'accident qui a secoué les 24 heures du Mans, tous les commentaires mettent l'accent sur ce problème. Sur les 9 motards décédés, 4 en effet étaient en état d'ébriété. Alcool, vitesse, inconscience, le cocktail était donc explosif. Malgré la présence de 600 gendarmes et policiers, le drame n'a pu être évité. Un coup dur pour les amoureux de la moto qui refusent de porter seuls le chapeau. Ce qu'il faut quand même savoir sur le Mans, c'est que le seul accueil qu'on a pour ces 80 000 jeunes, ce sont des bistrots. Et que les commerçants se régalent à vendre leurs canettes de bière en promotion et exploitent ce phénomène d'alcoolisme. Alors je veux dire, après on a bon dos de dire ils boivent, oui mais si on n'exploitait pas le phénomène, déjà ils buveraient moins, enfin ils boiraient moins. Face à ce problème, du côté du ministère des Sports, on a décidé de réagir avec plusieurs mesures présentées aujourd'hui par Frédéric Bredin. Des mesures qui seront prochainement discutées en réunion interministérielle. D'une part, c'est l'interdiction totale et générale des ventes de boissons sur le circuit et aux abords du circuit. Deuxièmement, c'est une série d'animations et de prévention, de mesures de prévention et d'animation sur le circuit lui-même, de telle manière à canaliser les énergies et à proposer des manifestations au public dans le circuit même. Un effort d'information sera également fait pour éviter que se reproduisent de tels drames. Restera alors aux motards à retrouver une image de marque détruite ce week-end par une petite minorité d'inconscients. La justice, je vous le disais, a engagé des procédures dès aujourd'hui. Ainsi, 9 motards placés en garde à vue ont été présentés cet après-midi au tribunal de grande instance du Mans. Ils ont été jugés selon la procédure de comparution immédiate. Le parquet pourrait leur confisquer leur moto. Alcool et vitesse excessive, tous les motards, loin de là, ne suivent pas ce cocktail meurtrier. Mais une question plus globale se pose. La formation des jeunes conducteurs est-elle suffisante?
Dès 18 ans, un jeune motard peut en effet conduire un engin qui dépasse les 200 km/h et cela cause de nombreux accidents. Reportage de Laurence Bobillier et Marie-Hélène Roqueton. Très sages, ces jeunes motards. Ils apprennent en 7 jours à conduire l'engin de leurs rêves. Pendant ce stage, ils respectent scrupuleusement la réglementation, pas d'excès de vitesse et le port du casque ne se discute pas. Avant de prendre la moto, on nous a parlé du casque, évidemment, mais l'alcool, etc., ça fait partie du code de la route. C'est des choses qu'il faut qu'on apprenne en théorie, quoi. Pensez qu'une semaine de stage pour apprendre à piloter une moto, c'est suffisant ? Non, c'est comme pour les voitures. Quand vous passez le permis, ensuite il faut un certain laps de temps pour pouvoir acquérir une maîtrise de la moto. Et pourtant, le permis en poche, un motard a le droit en France de conduire n'importe quel engin. Une réglementation qui devrait évoluer. Le 1er juillet 1996, la législation européenne obligera tout nouveau conducteur de moto à rouler pendant 2 ans sur un engin à puissance limitée. Mais d'ici là, les jeunes motards peuvent encore rêver de vitesse et d'excès. On essaye surtout de les informer sur les dangers de la moto, sur le bon choix d'une moto, d'une première moto. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 18 ans, que vous venez d'apprendre à conduire sur une moto comme celle-ci, vous n'êtes pas forcément encore un pilote aguerri. Et choisir une moto trop sportive ou trop puissante représente vraiment un réel danger. Les statistiques le prouvent, l'an passé, la moitié des victimes d'accidents de moto avaient moins de 24 ans et plus d'1 sur 4 avait son permis depuis moins de 2 ans. La loi serait-elle plus sévère contre le tabac vis-à-vis de l'alcool? Une nouvelle augmentation vient en tout cas de sanctionner les fumeurs. Plus de 10% ce matin sur chaque paquet de cigarettes. Loi dissuasive ou pas, le reportage est signé Nathalie Darigrand et Robin Teboul. La Gauloise à 6,40 francs, la Marlboro à 11,90 €. Le fumeur s'époumonne mais persiste. Comme toujours, premier à se présenter ce matin au bureau de tabac, l'étourdi. Une augmentation? Quelle augmentation? Vous saviez pas que le prix des cigarettes allait augmenter aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça va vous empêcher de fumer ou pas? Non, normal, comme d'habitude. Vient ensuite le fataliste. Qu'est-ce qui est pas cher maintenant? Non? Ça se fait que ça ou un verre de vin, je préfère les cigarettes. Quant aux accros, c'est la cigarette au bec qu'ils viennent se ravitailler. Ça m'empêchera pas de fumer, même si ça augmente à 20 francs. Voilà. Vous fumez combien de paquets par jour? Des fois 1, des fois jusqu'à 3. Ça dépend des jours. Qu'il soit à 9 francs, 10 francs, 11 francs, si j'ai envie de fumer, je m'achèterai des cigarettes. Le prix du tabac est donc peu dissuasif, même auprès des jeunes, particulièrement visés par la loi E20. Et cette fois, c'est un spécialiste qui l'affirme. Il y aura une influence. Est-ce qu'elle sera durable? C'est la question. Le prix danois est le plus cher d'Europe. Et pourtant, les Danois fument plus que les Français. Les Danois, les jeunes Danois, bref. Le consommateur danois est beaucoup plus fort que le consommateur français. Alors, question fumeuse, pourquoi une augmentation ou plutôt pour qui? 10% de hausse signifie environ 3 milliards de francs supplémentaires pour l'État, qui en perçoit déjà 31 sur le tabac. Une augmentation, c'est bien, mais en fait, il faudrait reverser une partie de cette augmentation pour la recherche contre le cancer ou que ce soit positif, quoi. L'idée est généreuse, mais les médecins sont formels. Le mieux, c'est tout de même d'arrêter de fumer. À l'étranger, Helmut Kohl doit se sentir un peu seul ce soir. 2 membres de son gouvernement ont en effet démissionné aujourd'hui. Le ministre de la Santé d'abord, mais surtout Hans-Dietrich Genscher. Le ministre allemand des Affaires étrangères partira à la mi-mai. L'homme de la réunification et de l'Europe laissera un grand vide dans le monde politique allemand. Il dirigeait la diplomatie de son pays depuis 18 ans. Son portrait, Pascal Verdeau. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Europäer. Mesdames et messieurs, très chers Européens, quelques mots mais toute une profession de foi pour l'artisan infatigable de la cause européenne, Hans-Dietrich Genscher, venu à Paris quelques jours après les cérémonies de l'unification allemande. L'intégration européenne pour le pape de la diplomatie de Bonn, c'est un credo et une méthode. Plus l'ancrage européen de l'Allemagne sera fort, moins il faudra redouter la puissance germanique. L'acte unique en 85, dont il est l'inspirateur, mais aussi l'union économique monétaire lancée à Maastricht, voilà pour les idées forces. Mais ce que l'on appelle le genscherisme, c'est avant tout la politique de la main tendue à tous les pays, y compris aux pestiférés. La détente pour Genscher est une nécessité, il sera l'un des premiers à croire en la perestroïka. L'un des premiers aussi, en Allemagne, chez lui, avant le chancelier Kohl, à reconnaître la fameuse frontière Oder-Neisse avec la Pologne.
Dans les rues du Vieux-Prague, en septembre 89, Genscher, ovationné par les Allemands de l'Est qui ont fui le régime communiste, le ministre allemand recueille en fait les fruits d'un combat amorcé par Willy Brandt, l'ost politique, consécration pour Genscher et peut-être le plus beau jour de sa vie. Et Hans-Dietrich Genscher sera remplacé en mai par Madame Schweitzer. Elle est issue du FDP, le Parti libéral, et elle a 50 ans. Et aux difficultés politiques s'ajoute un conflit social. Helmut Kohl doit en effet faire face à une grève générale du service public, la plus importante depuis 1974. Métro, train, bus ou poste, une partie de l'Allemagne était aujourd'hui paralysée. Reportage sur place de Laurent Mazurier et Dominique Sidlazek. Fribourg aujourd'hui a perdu un peu de son âme, pas un tramway dans les rues piétonnes de la ville. Alentour, quasiment aucun bus et pour les voitures quelques embouteillages. Les jardins publics sont désertés de leurs agents municipaux. Au total, c'est près de 600 personnes des services publics de la ville qui sont en grève selon le syndicat ETVAO. La journée du chaos annonce la presse. À la gare de Fribourg, juste une affiche pour prévenir le public. Je note les horaires, c'est tout, ça n'a rien à voir avec la grève et j'espère que d'ici là, la grève sera terminée. Je suis moi-même syndiqué, j'ai 56 ans de syndicalisme, mais du syndicat des fonctionnaires, et eux, ils ne font pas la grève. Les gens sont nerveux à cause de ce qu'ont raconté la télévision, les journaux et les radios. Mais vous savez, ils attendent peut-être 15 minutes, mais ceux qui voulaient partir peuvent partir. De fait, la première grève depuis 18 ans n'a guère paralysé Fribourg. Annoncé à l'arrêt, les trains circulent, les bureaux de poste fonctionnent, les facteurs distribuent le courrier, les crèches accueillent les enfants. En ville, personne ou presque ne parle du mouvement, simplement les Fribourgeois se sont adaptés. Pour les uns qui vont jusqu'à se proclamer briseurs de grève, les syndicats ne demandent pas assez d'argent. Pour d'autres, au contraire, les revendications sont exagérées. Chacun a ses raisons, c'est Fribourg la sagesse, mais qui sait maintenant quand la ville va retrouver son âme, son tramway. La déchirure yougoslave est maintenant officielle. La République fédérale de Yougoslavie, proclamée ce matin, ne rassemble en effet que la Serbie et le Monténégro. Mais ce nouvel acte de naissance n'a pas mis fin au combat dans les autres républiques, loin de là. Jean-François Gringoire. Très solennellement, Bogdana Levakov, qui dirige la Chambre fédérale du Parlement, proclame la République fédérale de Yougoslavie. Slobodan Milosevic en tête, le régime de Belgrade devient ainsi le seul héritier de l'ancienne fédération créée par Tito au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une Yougoslavie réduite à la Serbie et à son allié le Monténégro après le départ des autres républiques désireuses d'indépendance qui, depuis presque un an, ont rejeté tour à tour la vieille fédération. L'étoile rouge a même disparu du drapeau. Du communisme, la nouvelle Yougoslavie perd le symbole, pas les méthodes. Première conséquence de cette proclamation sur les événements actuels, l'armée yougoslave, présente dans une Bosnie-Herzégovine souveraine, devient de fait une force d'occupation. Ce n'est sûrement pas ce que pense Radovan Karadzic, leader des Serbes de Bosnie-Herzégovine, venu contrôler les positions de ses miliciens au-dessus de Sarajevo, sur un territoire que Karadzic revendique. C'est cette attitude très ferme que le leader serbe s'apprête à tenir à Lisbonne, où viennent de reprendre de difficiles pourparlers de paix. Aujourd'hui encore, en Croatie comme en Bosnie-Herzégovine, l'armée fédérale a procédé à de nouveaux bombardements. Et puis on l'apprend à l'instant, le Fonds monétaire international, le célèbre FMI, vient de donner officiellement son feu vert à l'adhésion de la Russie et de 13 autres républiques de l'ex-URSS à son organisation. Après 15 ans de guerre, Kaboul a bien du mal à trouver le chemin de la paix. Les différentes factions moudjahidines se sont en effet affrontées pendant 2 jours en plein centre de la capitale. Un cessez-le-feu a été signé cet après-midi, mais les combats auraient repris dans la soirée. Morad Aitabouche. En fin d'après-midi, dans les rues de Kaboul, le désespoir des civils qui quittent la ville avec femmes et enfants. À ce moment-là, le calme semblait revenu. Les rares tirs de Kalachnikov ne surprenaient même plus les moudjahidines. Seuls des combats persistaient aux portes de la capitale, affrontements comme toujours entre les deux factions islamistes rivales. Ainsi, la citadelle de Balaïssar, tenue par les troupes du commandant Massoud, était toujours assiégée par les forces de Gulbuddin Akhmatyar. Autour de l'aéroport, très régulièrement aussi, des déflagrations étaient entendues. Il est vrai que ce matin, avant la signature du cessez-le-feu, intervenu à midi normalement, les hélicoptères et les MiG-21 de l'armée afghane, désormais aux mains de Massoud, avaient attaqué les positions du Hezb Islami de Gulbuddin Akhmatyar, le chef des intégristes afghans.
Ce soir, son organisation a annoncé qu'elle posait des conditions au cessez-le-feu. 4 au total, des conditions qui n'auraient pas été acceptées pour le moment. Les combats ont donc repris dans la capitale cette nuit, un nouveau feu d'artifice de balles traçantes. Ce matin pourtant, le président intérimaire Modjadidi, profitant de la trêve annoncée, avait quitté Peshawar par la route pour Kaboul. Mais Gulbuddin Hekmatyar l'a toujours dit et répété, il ne reconnaît pas la légitimité du conseil intérimaire. Visiblement, la réconciliation nationale en Afghanistan n'est pas pour demain. Retour en France maintenant avec un chapitre social très chargé, le dossier des dockers tout d'abord. Leur mouvement de grève s'est achevé ce matin, mais ce n'est peut-être qu'une brève accalmie. FR3 Lille, Olivier Chaplet. Ce matin, après 5 jours de paralysie des ports, les dockers ont repris le travail. 2 bateaux à Calais, dont le navire norvégien en attente de départ pour Taïwan, et 10 navires à Dunkerque ont ainsi été normalement pris en charge par le personnel docker. Des dockers prêts, selon les autorités portuaires dunkerquoises, à abandonner leur statut actuel pour une mensualisation au sein d'entreprises locales de manutention. 520 candidatures leur seraient déjà parvenues, mais des dockers encore prisonniers d'un syndicat unique, régisseur de l'embauche depuis 45 ans, la CGT, hostile à la perte de son monopole. Et 2 réunions seront déterminantes cette semaine pour la poursuite ou l'arrêt de la grève. La première avait lieu cet après-midi à Matignon. Louis Vianney, le secrétaire général de la CGT, était reçu par Pierre Bérégovoy et le bras de fer semble toujours très serré. Louis Vianney. De la discussion de demain sortent des propositions du gouvernement qui permettent d'avancer dans la voie de la négociation. Sans doute les conditions seront-elles modifiées, mais si j'en juge au travers des déclarations des intéressés, des dockers eux-mêmes, si le gouvernement persiste dans sa volonté d'appliquer en l'état le plan Le Drian, alors je crois que le conflit va continuer de se durcir. Autre bras de fer, celui engagé depuis quelques jours entre Jacques Calvet et Martine Aubry. Le ministre du Travail reproche au patron de Peugeot de trop se reposer sur l'État pour financer ses plans sociaux, alors que l'entreprise est bénéficiaire. Elle l'a fait au cœur même de Peugeot, à Sochaux. Reportage de Catherine Schulbaum et Raoul Advocat. Il n'y a pas de bras de fer entre Martine Aubry et Jacques Calvet. Il y a des discussions franches. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministre du Travail. Le PDG de Peugeot reprochait ce matin à Martine Aubry d'être revenue sur un accord donné. Elle s'en est expliquée en demandant à PSA d'aider au redressement de la région. Il ne me semble pas que l'on puisse accepter qu'une grande entreprise puisse faire porter sur l'ensemble de la collectivité les conséquences de son plan social, aussi légitime soit-il. Bien évidemment, je ne peux que me féliciter des résultats de PSA et je souhaite que l'entreprise puisse faire des efforts complémentaires en matière de reconversion, de formation et de reclassement de ses salariés, comme elle l'a d'ailleurs déjà fait dans de nombreux autres endroits en France. Après avoir rencontré le ministre du Travail, les salariés de Peugeot ont défilé dans les rues de Montbéliard. CGT et CFDT craignent de faire les frais du désaccord entre le gouvernement et leur entreprise. C'est pas normal non plus que les patrons se libèrent du personnel et que ce soit l'État qui paye. L'État, c'est nous. Calvet vient d'annoncer 750 milliards de profits. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des licenciements économiques, c'est pas possible. Tous sont à peu près d'accord pour réclamer un débat de fond pour une stratégie globale de l'automobile française. M. Bérégovoy arrive aujourd'hui et puis il remet en cause ce qui a été décidé au préalable avec Mme Cresson. Et ça nous gêne beaucoup parce que la position qu'avait prise Mme Cresson en matière de la défense des automobiles était tout à fait importante. Et je crois qu'elle avait de très bonnes idées et il fallait qu'on se batte au niveau national, au niveau européen, au niveau international pour défendre notre industrie. Un comité central d'entreprise aura lieu mercredi. Le PDG de PSA présentera alors un nouveau plan social. Et toujours au chapitre social, critique contre le gouvernement, critique contre les autres centrales syndicales. Marc Blondel n'a pas fait dans la nuance aujourd'hui à l'ouverture du 17e congrès de Force ouvrière à Lyon. Un discours diversement apprécié. Certains responsables de la Confédération sont en effet plus modérés. FR3 Lyon, Laurence Dupont et Yves Lanier. De leur congrès à Lyon, les délégués Force ouvrière n'attendent pas de grands bouleversements, mais pour beaucoup des réponses. Marc Blondel, élu secrétaire général en 89, a imprimé sa marque, plus combatif, plus radical, faisant craindre à certains un rapprochement de la CGT. D'emblée, dans un long discours de 2 heures, Marc Blondel a donc mis les points sur les i. Maître mot, l'indépendance et la fidélité aux grands principes qui font l'identité de Force ouvrière.
Notre détermination nous a cependant permis de faire vivre la pratique contractuelle en restant fidèles à nos principes. Négocier, toujours. Conclure si possible, mais pas n'importe quoi, à n'importe quelle condition. Exit donc la participation à un pôle réformiste que la CFDT avait appelé de ses voeux. Pour le reste, Marc Blondel a fait une analyse exhaustive de la situation nationale et internationale. Sévère pour l'Europe des technocrates, radicale contre le travail de nuit des femmes, déterminée pour la lutte contre le chômage. Le chômage est le problème numéro 1. Il conditionne les relations sociales et pèse dangereusement sur la démocratie. Sa fatalité, mes chers camarades, est intolérable. Pendant 4 jours, les 3000 délégués présents vont discuter du rapport d'activité présenté aujourd'hui. Beaucoup insisteront sur la nécessité d'une meilleure représentation des différentes sensibilités au sein des instances dirigeantes et Marc Blondel devrait être réélu sans difficulté pour un second mandat vendredi à 2 jours de son 54e anniversaire. Un bol d'air pur maintenant avec la montagne. Les JO aiment Autran et Autran adore les JO. La petite station tranquille de ski de fond va pour la 2e fois bénir les Jeux Olympiques. Les exploits de nos champions dans le combiné nordique ont en effet déjà rapporté de nouveaux clients ces dernières semaines. Et l'année prochaine s'annonce sous les meilleurs auspices. Reportage sur place de Caroline Sins et Christian de Carnet. Ici, les Jeux Olympiques de 68 ne sont pas seulement un souvenir. Les tremplins de saut construits à l'époque en bois et céramique servent toujours aux entraînements de l'équipe de France et aux compétitions. En 68, ce tranquille village du Vercors est soudain devenu une capitale, celle du fond. Les Jeux Olympiques ont surtout apporté la notoriété. Car avant les Jeux Olympiques, le ski de fond était totalement inconnu. Et lorsque les téléspectateurs ont vu ces images merveilleuses de ski sous bois, on a eu un développement considérable puisque nous sommes passés de quelques paires de skis en 1968 à quelques 1 200 000 en l'espace de 5 ans. Une image restera gravée pour longtemps dans les mémoires, celle de Fabrice Guy, champion olympique d'Albertville en combiné nordique. Fabrice fait un peu partie de la famille, car l'équipe de France vient souvent s'entraîner ici. À travers ces entraîneurs, qui sont pour la plupart sont d'Autran, et à travers aussi les athlètes qui ont représenté Autran aux Jeux Olympiques, on parle beaucoup d'Autran et je crois que c'est une belle chose et ça va relancer, je crois, les disciplines nordiques en France et forcément Autran va y trouver son compte. Pour les 1500 habitants d'Autran, le ski de fond a été une aubaine. Autrefois, l'agriculture était la principale source de revenus. Aujourd'hui, 80% des emplois sont liés au tourisme. Ici, pas d'immeubles, pas de grosses infrastructures, mais 160 km de pistes de fond en pleine forêt. Chacun sa spécificité. La nôtre, c'est un environnement préservé, c'est le Vercors. C'est une beauté naturelle en premier lieu, des forêts, des clairières, des prairies. Et je crois que ça, c'est important pour nous de le préserver. Le gros avantage, c'est cette convivialité, en fait. C'est-à-dire que c'est relativement petit, les gens s'y sentent bien, il y a du bois, il y a un feu de cheminée. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux gens, je crois. Autran est le symbole d'une station qui a su profiter du tremplin olympique de 68. Lillehammer, qui accueillera les prochains Jeux d'hiver, saura-t-elle profiter du même élan ? Et pour terminer la culture, du lapin chasseur aux frères Zénith, de la veillée au petit pas, l'univers de Jérôme Deschamps semble fait de bric et de broc. Pourtant, il avait commencé sa carrière d'acteur de manière bien traditionnelle, en passant même par la comédie française. Mais la fantaisie l'a emporté. Il s'installe pour 2 mois à la Villette avec un nouveau spectacle intitulé Les pieds dans l'eau. Jérôme Deschamps, portrait d'un trublion, c'est signé Dominique Poncet et Hervé Gutmann. À 13 ou 14 ans, quand je voulais faire du spectacle, au fond, je rêvais au plaisir que provoquaient les gens comme Keaton, comme Laurel et Hardy. Enfin, je rêvais. J'étais en admiration devant ces gens-là. S'il fallait en un mot définir le comique de Jérôme Deschamps, on pourrait employer le mot burlesque, mais ce serait réducteur. S'il fallait lui trouver des parentés, à Buster Keaton et Laurel et Hardy, il faudrait ajouter Tati, Chaplin et Groc. Mais ce serait injuste, car Jérôme Deschamps n'appartient qu'à lui-même. Ce qu'il met si bien en scène, ce sont des paumés qui s'acharnent à exister dans des univers particulièrement hostiles. On a une idée générale des spectacles et puis qu'on raconte aux acteurs, qui est comme un rêve au fond.
Après, on dit, bon, comme toujours, comme chaque fois, on se dit avec quoi on va le raconter. Et là, on fait une collection de petits moments très très concrets, avec des petites histoires, des petits bouts d'action. Et puis, tout d'un coup, le spectacle se satellise. Et il existe par lui-même. Et là, vous avez un beau corps. On le dit. Et rien qu'en grattant, il y a toute la peau qui s'en va. Et il n'y a plus rien qui tient. Et ça se dépionne de partout. C'est affreux. Moi, c'est les dents. Je crois qu'on a un regard tendre sur les personnes qui mènent ce combat difficile pour être heureux. On est bien. On a dit on est bien, on est bien, on est bien. Si vous aimez la pagaille organisée et le comique dévastateur, vous adorerez ces pieds dans l'eau, magnifiques dans leur représentation du bonheur dérisoire. Voilà, fin de ce 19-20. Prochain rendez-vous avec la rédaction 22h30, soir 3, Marcotement. Et dans quelques secondes, la météo de Florence Klein. À demain 19h. Bonsoir.